Bien, alors maintenant, effectivement, la formation, comment j'en arrive à travailler, à apprendre d'un point de vue comparatif la culture aborigène australienne, et notamment de commencer à travailler sur les rites d'initiation et les rites de fertilité en anthropologie. C'est parce qu'effectivement, mes profs, et notamment Remo Guidieri, qui, voyant que j'étais intéressée à travailler sur les problématiques de la procréation, a dit, écoutez, quand même, l'Australie, il y a des rites de fertilité qui sont très connus, il y a un objet cultuel, le Tjuringa, qui a fait beaucoup parler, qui est lié justement aux rites de fertilité. Donc moi, je vous conseille de travailler sur l'Australie. Donc, effectivement, je me suis pliée à ça. J'ai trouvé, moi, a priori, tout est intéressant, je ne rejette pas les choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les rites de fertilité. Alors, peut-être là, c'est le moment de dire, effectivement, qu'est-ce qui se passait à Nanterre. Donc, je pense que le département de Nanterre a dû être fondé en 66-67, en tout cas, au moment de 68. Il y a le département de Nanterre, Remo Guidieri travaille à la bibliothèque, il cache un pistolet, enfin ça il l'a raconté dans un moment où je soutiens moi ma maîtrise, donc c'était assez drôle. Et donc auparavant, il n'y avait pas en France, peut-être quelqu'un va me dire que ce n'est pas le cas, mais il n'y avait pas de département d'anthropologie dans l'université. Il y avait bien de l'anthropologie au Musée de l'Homme, il y avait de l'anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales, bien sûr, très très importante. Il y avait de l'anthropologie qui était dans d'autres départements, mais qui n'étaient pas départements d'anthropologie. Donc voilà, donc le premier département d'anthropologie universitaire est fondé par Éric de Dampierre à Nanterre, après il va y en avoir d'autres, il n'y a pas de DUG d'anthropologie. Il y a une licence d'anthropologie, mais par contre, il y a 2 UV de DUG qui sont exigés à l'époque pour pouvoir rentrer, enfin en tout cas à mon époque, pour entrer en licence, il faut avoir fait l'UV organisation sociale, qui était faite par Louis Mallard Guimérin, qui est devenu par la suite un ami pour des raisons aussi d'alliance matrimoniale. C'était il a travaillé. C'est lui qui a emmené Michael Haussmann sur son terrain. Et moi, j'ai emmené les aborigènes australiens chez Louis Mallard quand il est retourné en Catalogne. Donc, mais à l'époque, on ne se connaissait pas, donc c'était lui qui faisait l'organisation sociale. Et puis, il y avait l'unité de valeur qui était la préhistoire. Et à l'époque, c'était Catherine Perlès, tout à fait remarquable. Enfin bon, moi, j'ai toujours été ravie d'apprendre des choses, même si ce n'était pas exactement ce que j'avais pensé étudier. Et donc, pour l'organisation sociale, Louis Mallard m'a dit, puisque vous êtes en médecine, penchez-vous sur la problématique de l'inceste. Alors moi, j'étais comme tout le monde, l'inceste, c'était parce qu'on se marie trop près, ça donne des maladies, tout ça. Moi, j'avais vraiment une perspective, pas seulement médicale, mais la perspective du commun. Et me voilà à lire les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss. Alors, comme tout le monde, j'ai lu essentiellement l'introduction, je dis comme tout le monde parce que la majorité des gens n'ont pas lu les structures élémentaires de la parenté, ils ont lu l'introduction et la conclusion et quelques chapitres avant et ont essayé de lire au milieu tout ce qui se passait, qui est quand même l'essentiel de la parenté. Mais disons voilà, et là j'étais vraiment, waouh, c'était vraiment une initiation. Et ça aussi, ça a continué à enfoncer le clou sur le fait, c'était une petite UV de Doug, mais sur le fait que les stéréotypes sur notre culture, finalement, d'avoir un point de vue extérieur pour penser, parce que ce n'est pas du tout la problématique de l'inceste, c'était pas ça, donc ultérieurement, donc j'ai commencé à réfléchir autrement à cette problématique de l'inceste, et là aussi, c'était intéressant
d'essayer d'anthropologiser très rapidement. Après, j'ai fait un article avec des défauts, mais qui m'a été redemandé par des jeunes il y a quelques années, qui ont été publiés au cahier du LAS sur un numéro sur l'inceste. Parce qu'effectivement, il y a des choses, je pense, qui étaient importantes pour moi. Donc très rapidement, cette petite UV, hein, sur laquelle je me suis penchée de façon maladroite, j'imagine, à l'époque. Mais par contre, quelques années plus tard, et ça a donné le fait de réfléchir à comment on peut expliciter l'importance de l'Oedipe et de la relation mère-fils en psychanalyse, qui n'est pas nécessairement évidemment l'inceste qui est privilégié du point de vue des différentes cultures, et que l'inceste est beaucoup plus vaste dans son acception, c'est-à-dire effectivement quand il y a stérilité à la fois des troupeaux ou du point de vue des récoltes, quand il y a des problématiques, des catastrophes qui se passent, on va pouvoir rétrospectivement penser qu'il y a un inceste qui s'est passé. C'est pas forcément justement même mère-fils ou père-fils du tout, donc pas du tout par rapport à ce qu'on imagine. Mais quand même de me pencher, d'autant plus que je travaillais sur les rites d'initiation masculine et féminine, sur le fait qu'il y avait bien quelque chose de particulier, d'autant plus que chez les aborigènes australiens, le couple mère-fils est qualifié de parfait. C'est quand même pas rien. Effectivement, quand on y pense, quand une femme qui est celle qui accouche, donc qui est vraiment le sujet de la procréation, qui va lui permettre d'accoucher, accouche d'un garçon, elle se donne les moyens de pouvoir créer une petite société à elle seule. Enfin, je veux dire, que ce soit possible ou non, physiologiquement, c'est une chose, que ce soit bien ou mal sur un plan moral, c'est autre chose encore. Mais toujours est-il qu'au niveau des représentations, il est pensable de penser une femme qui fait un garçon peut se l'approprier et du coup faire des enfants à tire-larigot. Sauf que le fils, dans cette histoire, n'aura jamais un statut autonome par rapport à sa mère, parce que sa mère le précède toujours et qu'il n'y aura jamais d'inversion de la relation. Et donc c'est ce que j'ai qualifié de relation d'englobement, en pensant effectivement à la relation hiérarchique telle que définie par Dumont. Donc l'un des deux termes de la relation englobe l'autre, sans possibilité d'une inversion de cette relation. Et que du coup, de se dire quand même, cette relation mère-fils, en tout cas chez les aborigènes australiens, qui peut être transformée après dans d'autres cultures avec la relation frère-sœur, en Afrique et notamment sur le terrain chez les Douala, d'après Mangabé Combo, c'est plutôt la relation frère-sœur. On le retrouve très souvent, on le retrouve en Polynésie également. Donc un couple hétérosexuel susceptif, proche, intime, consanguin, qui est à l'origine très souvent effectivement de la culture. Et donc de voir qu'effectivement dans les rites d'initiation, alors ça j'ai pu le faire là aussi plus longtemps après, mais les prémices sont déjà là, à partir donc de ce travail fait sur l'inceste, de repérer qu'il y avait un lien avec les distinctions rites d'initiation masculine et rites d'initiation féminine, qu'effectivement le fait que la grande majorité des rites d'initiation masculine mobilisent beaucoup plus de personnes, mobilisent beaucoup plus d'étapes, sont beaucoup plus longues et donnent un prestige beaucoup plus important que l'initiation féminine qui parfois est le mode d'entrée dans le mariage, qui précède, ou alors qui effectivement est une façon de témoigner de l'ouverture du sexe féminin, sa fonction reproductrice. Donc voilà, donc ça c'était très important. Ultérieurement, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, si on a une partie sur la mort. J'ai mis ça en parallèle, mais ça c'est vraiment plus de 30 ans plus tard, avec le fait que, à contrario, dans les rites funéraires, les femmes ont un rôle tout à fait prédominant. Et effectivement, la veuve va avoir des obligations, etc. Et c'est intéressant parce que quand il y a un décalage d'âge entre le premier mari, qui est beaucoup plus âgé, qui a au moins 20 ans de plus que la femme, et la jeune femme,
mon idée, c'est effectivement que c'est aussi, elle rentre dans... Son mari va jouer un rôle d'initiateur par rapport à elle. Mais quand elle meurt, enfin quand il meurt, plutôt, elle va pouvoir accéder à une agentivité propre, à une autonomie qui est marquée au moment de la fin, de la levée des prohibitions auxquelles elle a été soumise à la suite de son deuil. Ça, c'est autre chose. Et donc, effectivement, je reviens à cette histoire de l'importance, finalement, des premiers travaux qu'on fait. C'est comme le fait de m'orienter vers les aborigènes australiens, ça a marqué toute ma vie d'ethnologue. Et puis, par exemple, de me faire lire Lévi-Strauss et de me faire travailler sur l'inceste. Voilà, donc c'est un peu pour dire aux jeunes gens, c'est vrai qu'on on a des idées à nous, mais malgré tout, effectivement, il y a les aléas des rencontres avec les profs, les conseils, on les prend pas, etc. Donc ça, c'était du côté de cette petite UV d'organisation sociale. Je ne sais plus, j'avais dû avoir 16. Et dans l'UV de préhistoire, j'ai eu 17. Ça, avec Perlès, j'étais pas peu fière, parce que Perlès était assez exigeant. Et là, donc, j'ai choisi de travailler sur les mains mutilées dans les grottes de Gargas, du côté des Pyrénées. Et donc, voilà, donc c'était très intéressant. Et là aussi, c'était l'histoire des idées. Donc moi, je dépensais une fortune dans des livres. Il y avait vraiment l'Harmattan, il y a plein de livres de second-hand, de livres d'occasion, etc. J'ai dépensé des fortunes pour acheter tout un tas de livres. Et alors, miracle, quand même, les religions de la préhistoire, de Le Roi Gourand, je me dis, génial, c'est formidable. Je vais lire ça comme on lit un roman. Hein. Et alors, Le Roi Gourand, avec son côté magistral, tout le long, il n'y a rien sur les religions de la préhistoire. C'est un livre de méthodologie qui dit on ne saura jamais comment ça se passait, d'où l'importance de maintenir les sites tels qu'ils étaient pour avoir une idée, puisqu'on n'aura pas de locuteur pour nous expliquer les gestes et les paroles qui allaient avec les rites, de maintenir au moins les lieux tels qu'ils étaient pour pouvoir avancer des hypothèses qui soient peut-être, on espère, le plus près de ce qu'aurait été... voilà. Et puis, donc j'étais très très déçue du livre, mais en même temps, c'était une immense leçon d'humilité et de l'importance de la méthodologie en sciences sociales qui est si mal connue finalement. Hein. Alors évidemment, les archéologues sont bien obligés, plus que bien sûr que les ethnologues, mais quand même le côté du matériau qu'il faut laisser en l'état, je trouve que c'est très formateur. Et donc me voilà avec ces mains mutilées. Et donc ce que je constate, c'est que y a un médecin qui s'y intéresse, je ne me souviens plus son nom, et qui, lui, il voit évidemment des pathologies qui sont liées aux mains, rhumatisme, amputation, infection, etc. Que l'abbé Breuil, évidemment très important dans la préhistoire française, il voit, lui, quelque chose de l'ordre du sacré, de rite sacré, et que le roi Gourand, très intéressé par le lien... le geste et la parole, il voit, lui, un langage de chasseur. Quoi. Et du coup, ma proposition, c'était de dire l'interprétation est fonction du point de départ à partir duquel... Et toutes sont intéressantes, mais il y a quand même des biais qui sont liés à la formation des personnes qui vont s'occuper de ces sujets. Et là aussi, c'était une grande leçon. Enfin, c'était moins une question de contenu, puisque les images étaient là, les données étaient là, mais c'était de voir et de se poser la question immédiatement, mais moi, qu'est-ce que je fais? En quoi je vais pouvoir effectivement me dégager de ça? Alors ça, c'était les 2 UV. Et puis l'année où je fais ma licence, donc pendant ce temps-là, je suis toujours en train de faire médecine, je fais ma 6e année de médecine, enfin, ça s'appelle, et en même temps ma licence. Ils ont doublé les UV qui étaient nécessaires à la licence. Ça a été juste une année, comme par hasard, c'est tombé sur moi. Et en plus, là, en licence, on devait faire une UV libre. Alors, après, Dampierre m'a dit que j'aurais pu m'en passer, peut-être, mais je ne savais pas. Je suis assez naïve, hein. Les gens ne le croient pas, mais je suis très, très naïve. Donc, moi, je ne savais pas que j'aurais pu demander une dispense, puisque vu que je faisais médecine, quand même, j'avais quelques UV libres à mon actif. Et donc, j'ai fait une UV
de l'histoire des femmes dans le christianisme avec Evelyne Patlajan. Immense chance que d'avoir cette femme absolument remarquable, malheureusement décédée là. Et donc où je me suis proposée de travailler sur l'histoire des premières saintes chrétiennes. Et comme par hasard, mon biais était sûrement là, c'est que dans cet UV libre qui m'emmenait à aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève, j'étais très impressionnée parce que moi, le travail en bibliothèque de médecine, c'est relativement simple, mais là, c'était autre chose. Et me voilà lisant les hagiographies des saintes, parce qu'évidemment, les saintes n'ont pas écrit elles-mêmes leurs histoires, et de voir que les premières saintes ne sont pas du tout des vierges, pas du tout, c'est des femmes qui sont des patriciennes qu'on praise, dont on fait les louanges parce qu'elles ont abandonné, elles sont des mères, et elles abandonnent leur fonction maternelle pour pouvoir se consacrer à Dieu, à la spiritualité, et elles s'en vont au désert et vivent des choses atroces. Elles sont très sales. Je veux dire, on décrit abondamment comment leur couche est sale, remplie de vers, etc. Mais l'idée qui va être prégnante pour moi, c'est de découvrir que cette histoire de virginité, là aussi, non, il y a des sociétés où c'est pas, la virginité, les règles, etc., qui sont considérées comme des absolus universels, pas du tout. En tout cas, elles n'étaient pas vierges, ces femmes. Elles étaient patriciennes, certes, mais elles ont eu le courage d'abandonner leur fonction maternelle, vile, pour se consacrer à la vraie chose, qui les situe plus en position d'égalité avec les hommes. Et donc, ce petit travail usé libre a fait qu'on est devenu amis avec Evelyne Patlajan, qui était voilà. Donc c'était très, on est restés très amis jusqu'à sa mort. Et je lui dois beaucoup, et donc ça m'a beaucoup amusée. Donc comme quoi, voilà, des fois c'est ça c'est une chose. Donc ça c'était les histoires des UV. Et quant à comment dire, ce qui était très intéressant, c'est il y avait une grande partie des étudiants qui venaient de la socio. C'est logique. En plus, c'était le même bâtiment à Nanterre, la socio. Ils ont changé d'étage et l'anthropologie. Et les autres étaient des marginaux, je dirais comme moi, c'est-à-dire venant d'une autre discipline, des gens qui étaient dans l'anthropologie connue, il y a des nobles déchus, ou plus ou moins déchus. Éric de Dampierre est un noble non déchu, mais il y a quand même des nobles, des personnes qui sont des réfugiés politiques, comme András Zámplény, entre autres, des personnes qui sont d'origines diverses, et des personnes qui sont de classe sociale, qui sont des transclasses, et qui vont effectivement venir, et qui donc ont on avait sans doute, même si moi j'étais jeune, une maturité haute, parce que il y avait aussi j'étais très copine avec une femme qui était hôtesse de l'herbe et qui avait un compagnon qui était chilien. C'était l'époque de l'après Pinochet, quoi. Donc c'était quelque chose de très important. Et donc voilà, on avait des questions et c'était intéressant. Enfin, il y a des gens qui étaient vraiment Philippe Erickson, il était dans la ligne droite avec quelqu'un qui s'appelait Frédéric Rognon qui travaillait chez les Kanaks. Je crois qu'il est devenu pasteur. Enfin, c'était très intéressant. Mais avec Philippe Honoré, on était la même promotion. Donc lui, il était très sérieux. Moi, j'étais rebelle. On était un groupe de rebelles par rapport à ce qui se faisait à Nanterre et tout ça. Donc c'était assez rigolo. Donc voilà, ça c'est l'atmosphère un petit peu de Nanterre. Mais par ailleurs, ce qui était absolument magique et qu'il a été pendant des années, et je regrette avec la masterisation et la transformation de la formation, il y avait une ambiance absolument effervescente. Il y avait des séminaires partout, c'est-à-dire une des choses nous les Français, on critique beaucoup la France et on a raison, je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis tout à fait française de ce point de vue-là. Mais il y a des choses qu'il faut souligner. Le fait qu'on puisse assister, que tout le monde a droit d'assister aux cours du Collège de France gratuitement. Maintenant, il y a les podcasts, etc. Tout le monde, n'importe qui. Et que c'est utilisé, les Français vont valoriser les choses.
qu'à l'époque, l'anthropologie avait droit à des émissions sur France Culture qui ont totalement disparu. Il n'y a plus une émission d'anthropologie, il y a beaucoup d'émissions de philosophie et même de sociaux, beaucoup d'histoire, enfin, ce qui est très bien par ailleurs, mais plus du tout d'émissions spécifiquement d'anthropologie. Donc tout ça soutenait. Donc il y avait évidemment les cours que je il y avait le HESS, les séminaires, on n'avait pas besoin même de prendre sa carte d'auditeur libre. Enfin, y aller qui voulait, et on retrouvait des collègues à la fois que des étudiants. C'est-à-dire que les séminaires étaient plutôt des séminaires où non seulement c'était des collègues, des ethnologues avérés qui intervenaient, mais où d'autres collègues venaient. Il y avait le séminaire de Daniel de Copé avec Louis Dumont et toute l'équipe de l'Erasme, André Itanou, que vous avez aussi interviewé, qui est un grand ami, où on pouvait intervenir. Le séminaire où on ne pouvait pas prétendre postuler au CNRS sans passer par le séminaire de Michel Izard, donc qui se passait au Collège de France. Plus tard, c'était à la Maison Suger, bien plus tard. Mais et c'était très impressionnant. Et puis il y avait des séminaires plus rigolos et tout aussi passionnants avec des baroudeurs, qui était le séminaire d'Alain Epelboin au musée de l'Homme, dans une petite niche très rigolote aussi, où il y avait beaucoup d'africanistes et de gens qui travaillaient sur l'anthropologie médicale. Enfin bref, ma vie entre l'hôpital, les gardes, ces séminaires, il y avait une... Enfin, moi, je n'avais pas vécu l'après-guerre mondiale dans les quartiers de Saint-Germain-des-Prés, mais c'était incroyable. Et assez rapidement, si les gens trouvaient que vous posiez des questions intéressantes ou que vous aviez écrit quelque chose, je ne sais pas, Michel Izard m'a demandé de faire une intervention dans son séminaire, je ne dis pas la peur, etc. Daniel de Copé, j'ai dû faire 2-3 séances où on développait les choses. On discutait avec vous, que vous soyez un jeune ethnologue n'avait aucune pertinence, c'était des disputes entre eux, des exigences, mais vous dites ça, mais est-ce que tu pourrais pas dire ça? Enfin bref, c'était très incroyablement formateur, et en même temps on se sentait soutenu, c'était invraisemblable. Et ça, à l'heure actuelle, dans les séminaires de la HESS, c'est uniquement les étudiants. Évidemment, les collègues vont faire des... J'exagère, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de monde, alors qu'il y avait beaucoup de monde à l'époque dans tous ces séminaires. Et ça donnait le fait que... alors il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas terminé leur thèse. Voilà. Mais ils ont eu le bonheur ils avaient peut-être fait des terrains, ils n'ont jamais terminé leur écriture, mais ils ont participé à ce moment, et chacun y a contribué, et ça donnait une ambiance très particulière. Donc ça, je pense que je peux témoigner de ça. Alors par contre, ce qu'il y avait à Nanterre qui était un peu pénible, pour les gens qui s'intéressaient à l'Océanie, et ça c'est de première main, donc Dampierre, j'avais voulu voir parce que le DEA, ça me faisait suer, mais je crois effectivement, je voulais savoir si justement je ne pouvais pas passer directement en thèse, vu que j'avais fait mon certificat de maîtrise, mais il me restait à écrire cette année de maîtrise que j'ai mis quelques années à écrire, parce qu'en même temps, j'étais devenue entre-temps interne en psychiatrie avec des gardes. Et donc, effectivement, il m'a reçu. Il avait regardé ce que j'avais fait, il m'a dit de très bonnes choses, voilà, en disant que j'avais jamais demandé quoi que ce soit, que c'était pas que le DEA, il trouvait que c'était inutile, mais par contre l'écriture de la maîtrise, c'était très important. Voilà, et par contre, effectivement, comment dire, il m'a dit pourquoi vous n'allez pas en Afrique? Et je lui ai dit que non, j'avais l'intention d'aller même en Australie. Et alors il m'a dit alors si c'est l'Océanie, allez ailleurs, parce que effectivement l'Océanie a été très très il a joué un rôle dans le fait que tous les gens, que ce soit Panoff et d'autres, il y a eu ce clivage un peu bête. Donc voilà. Donc je suis effectivement allée voir ailleurs, du côté du GDR océaniste qui existait à l'époque.